bonsoir et merci de vous joindre à nous pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Alors ce soir, voilà, nous sommes à la veille plutôt de la fin prévue du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et nous vous proposons de plonger dans les coulisses de cette vaste opération statistique qui s'est déroulée récemment. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Madame Nour Chersidia, qui est chef service développement informatique à ANSAD. Également avec nous sur ce plateau, Monsieur Sow Ali Ousmane, qui est expert statisticien à ANSAD. Bonsoir. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Alors pour plonger un peu dans tout ça, pour revenir aussi dans cette actualité qui est très importante, revenir plutôt sur les principaux objectifs du 5e recensement général de la population, comme ça plonger également dans les coulisses. Alors comment cela s'est passé ou comment cela se déroule, parce que nous sommes quand même à la veille prévue de la fin. Ok, merci madame, bonsoir madame et puis bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Il faut dire tout simplement que les objectifs du RGPH 5 tournent autour de deux grands objectifs en fait, qui sont d'abord mettre à jour la base de données socio-démographiques, économiques et environnementales, ça c'est d'un, et ensuite produire des données récentes qui sont nécessaires pour la planification, pour la conception des plans de développement qui sont mis en place par nos gouvernants. Et non seulement ça, ça permet également de renseigner des indicateurs qui ont été formulés, qui ont été établis en vue de pouvoir suivre, n'est-ce pas, la suite, si vous voulez, la progression de ces plans de développement. C'est-à-dire donc renseigner ces indicateurs en vue de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs qui sont fixés dès le départ. Donc voilà en gros l'objectif vraiment du RGPH 5, comme tout recensement général de la population et de l'habitat. Voilà. Donc c'est très important. Pour compléter un peu, Madame Nour, vous êtes chef service développement informatique. Alors la partie informatique, c'est vous qui gérez. Comment cela se passe? Les outils que nous utilisons, que nous avons utilisés pour ce recensement, sont-ils au point justement pour ce recensement-là? Oui, merci Madame Dey. Bonsoir aux téléspectateurs. Pour ce recensement, c'est la première fois que l'ANSAD organise un recensement entièrement numérique. Le mode de collecte, les questionnaires a été implémenté dans des programmes informatiques installés sur des tablettes. Et les agents recenseurs font la collecte à travers les tablettes directement et les données sont envoyées directement au serveur. C'est une nouveauté entièrement par rapport aux anciennes opérations. Bien sûr, comme disait M. Sow, l'objectif principal du RGPH est de produire des informations sur la population au plus bas niveau géographique, de rendre ces informations disponibles et accessibles aux utilisateurs pour éclairer la prise de décision en matière économique et sociale. Alors, vous dites que c'est la première fois que nous utilisons des outils qui sont... Voilà. Avant, pour les anciennes opérations statistiques, les anciennes opérations de recensement général, c'était sur papier et stylo. Maintenant, c'est la première fois que la collecte est entièrement numérique. Et ça a beaucoup d'avantages. Un mode d'abord de qualité de données, parce que il y a un contrôle systématique de la cohérence des données saisies. Avant, il passait énormément de temps pour saisir ces informations sur l'ordinateur pour qu'ils puissent être exploités. Maintenant, les données sont directement sur les serveurs et ça aussi rend la diffusion plus rapide parce qu'on espère quelques semaines après le recensement, on peut diffuser les résultats. Tout à fait. Donc, oui, voilà. D'ailleurs, madame a très bien répondu par rapport à ce volet numérique. C'est pour la première fois que l'ANSAD utilise l'outil informatique pour faire le recensement général de la population. Mais seulement, c'est que l'ANSAD a l'habitude, depuis 2010, je crois, au-delà de 2010, on avait déjà commencé à utiliser les outils informatiques au niveau de l'ANSAD dans les différentes enquêtes intercensitaires, c'est-à-dire, par exemple, les grandes enquêtes, quand je prends par exemple le PCV, l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, EDSM, l'enquête démographique et sur la santé également. En tout cas, les grandes opérations aujourd'hui utilisent l'outil informatique. Ce qui fait que, moi je dis chapeau à l'ANSAD,
qui a osé relever le défi en disant que, OK, le recensement en 2013, c'était avec du format papier, mais en 2023, ce sera de l'électronique comme les autres enquêtes intercensitaires. Et là, ils ont vraiment réussi le pari. Le défi a été complètement levé. Et ça, je dis bravo à l'ANSAT, à l'équipe, à la direction générale et toute l'équipe qui a coopéré pour que vraiment que ça aille de l'avant. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, tout à l'heure, madame l'a dit, effectivement, ce que nous gagnons actuellement en utilisant les outils numériques, c'est que nous gagnons en temps et en fiabilité également. Regardez, à l'époque, moi j'ai connu les deux étapes. J'ai fait le recensement où on prenait un bout de papier, on posait des questions, et puis on remplissait. Après, ces questionnaires étaient renvoyés au niveau central, saisis, apurés. Et là, vraiment, c'est des étapes à n'en plus finir. Mais maintenant, cette étape de papier maintenant est complètement révolue. Maintenant, on saisit directement sur le terrain, on envoie par le serveur, par l'intermédiaire du serveur, on envoie toutes les données qui sont collectées dans la journée et ces données sont vérifiées en temps réel au niveau central. Tout de suite, on peut dire qu'il y a des erreurs qui sont commises dans tel ou tel district de recensement, tel agent, on peut même vous dire l'agent avec qui il y a eu ces erreurs. Et tout de suite, on relance le feedback pour dire à la chaîne, le superviseur, le contrôleur, ensuite l'agent recenseur, vérifiez-nous ce DR ou bien ce ménage, il y a des erreurs qui sont là, et puis vérifiez est-ce que vraiment c'est ça, qu'est-ce qui ne va pas. Donc en temps réel, on peut vérifier, et corriger sur place. Et corriger sur place, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, il fallait attendre que toute l'opération se termine et qu'on ramène les questionnaires au niveau central, qu'on commence à saisir. Il y avait une équipe de saisie qui n'était pas la même que l'équipe qui collectait sur le terrain. Donc vous voyez le temps que ça prend. Et ensuite, les deux niveaux, il y avait des erreurs. Erreur de collecte, erreur de saisie. Maintenant, c'est une seule étape. Donc s'il y a erreur, c'est au niveau de la seule étape de collecte. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis nous, on a des outils bien sûr de contrôle qui nous permettent tout de suite de réagir pour dire il y a telle erreur, donc il faut vérifier pendant que vous êtes sur le terrain. Donc on peut rectifier des erreurs sur le terrain. Et puis en plus, madame l'a dit tout à l'heure, vous savez qu'il y a un programme qui a été établi sur toutes les tablettes. Hein. Et ce programme a mis en place des garde-fous qui permettent un peu de corriger. La machine vous corrige vous-même. Automatiquement. Ah oui. Si l'agent tape une réponse qui n'est pas correcte, tout de suite, la machine peut vous dire qu'il y a incohérence par rapport à telle autre question. Ce qu'on ne pouvait pas avoir avant quand on utilisait le support papier. Et aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. Je suis marié, j'ai 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Excusez-moi, 4 femmes au maximum. Et moi, je vous dis, je n'ai qu'une seule femme. Après moi, vous allez interroger madame, ensuite les autres membres de la famille. D'accord. Madame vous dit, ah si, j'ai 2 coépouses, ou bien j'ai une coépouse, j'ai 3 coépouses. Tout de suite, la machine vous dit, ah non, c'est incohérent par rapport à la réponse de monsieur. Donc vous êtes obligé de revenir sur la réponse de monsieur et puis reposer la question à monsieur. Et monsieur peut vous dire, ah, effectivement, j'en ai 2. Mais une question toute simple, hein. Voilà. Ces erreurs-là aussi, est-ce que les agents qui ont été envoyés sur le terrain ont été assez formés pour un petit peu pouvoir, d'une manière psychologique, d'une manière un petit peu calme, discuter avec la personne, les populations, pour qu'ils comprennent vraiment l'enjeu de ce qui se passe? Merci. Vous savez, dans ces opérations-là, on ne prend pas n'importe quel agent, n'importe quel diplômé. D'abord, il faut être diplômé, ça c'est deux. Et deuxièmement, il faut avoir l'expérience dans l'une des opérations, des plus grandes opérations qu'organise l'ANSAD durant l'année, durant toute cette période-là, entre 2 recensements, quoi, les enquêtes par sondage. Quoi. Donc, parmi ces critères de sélection, on avait même dit, pour être candidat, il faut avoir fait déjà une enquête comme par exemple le PCV, enquête permanente sur les conditions de vie de ménage, ou bien EDSM, au minimum. Donc vous avez déjà de l'expérience. C'est une enquête auprès des ménages, qui certes est différente du RGPH, mais en tout cas, le corps est là. Donc vous avez de l'expérience. C'est comme tout à l'heure, monsieur me disait, ah vous étiez là, donc vous connaissez comment ça marche. Ok, oui. Voilà, donc c'est comme ça. Donc en plus de cela maintenant, il y a eu 2 semaines ou 3 semaines, madame va me corriger tout à l'heure, 3 semaines ou 2 ou 3 semaines de formation de ces agents-là, puisque chaque enquête est spécifique. Même si vous avez fait une enquête par le passé, ok, vous avez de l'expérience, mais s'il y a une nouvelle enquête, on est obligé de vous reformer
pour que vous rentrez, pour que vous respectez un peu la méthodologie qui a été mise en place. Puisque pour faire une enquête, on ne vient pas tout simplement avec sa tablette, taf, taf, et puis vous commencez à écrire. Non, il y a toute une méthodologie qui est derrière, et vous êtes obligé de suivre cette méthodologie pour mener à bien votre enquête, votre travail. C'est pour cela que j'ai l'habitude de le dire à mes collègues, tout chiffre n'est pas statistique. Pour qu'un chiffre soit vraiment une statistique, il y a des lois, il y a des règles techniques qu'il faudra mettre en place et que ces règles techniques soient suivies par l'ensemble de ces gens qui ont été formés. Et cette formation a été faite plutôt sur l'ensemble du territoire, en cascade. D'abord au niveau central, il y a l'équipe centrale qui a conçu toute la méthodologie, y compris le questionnaire, n'est-ce pas, qui a été bien formatée sur ce truc-là. Et puis ils ont formé au niveau de l'ANSAD une équipe qui était là, un comité qui était là, qui était chargé donc après d'aller à l'intérieur pour recruter et former les agents recenseurs et les contrôleurs également. Donc, ce système de formation a été bien respecté et bien rodé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces gens n'ont pas été bien formés. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, nous, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. On fait des erreurs. Vous savez, le statisticien, il ne va jamais vous dire que je ne fais pas d'erreurs. Non, le statisticien fait des erreurs. Mais l'essentiel, c'est de minimiser ces erreurs. Bien sûr. Tout chiffre qui est produit, il y a des erreurs. Il y a une précision. On produit des chiffres, mais avec une certaine précision qui veut dire qu'il y a la marge d'erreur, c'est tant. Même dans les machines que nous utilisons, il y a toujours une marge d'erreur, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les statistiques. Oui. Pour aller un petit peu dans votre sens, dites-nous, Madame Nour, aujourd'hui, comment ces agents ont été formés pour vous rapporter à vous, le service informatique, les données dont vous avez besoin aujourd'hui, pour minimiser les erreurs quand même. Merci. Je vais dire que pour préparer cette opération, ça fait plus de 2 ans et il y a eu beaucoup d'efforts. Et ces agents, d'abord, avant, on a fait deux opérations de test. Pour d'abord tester les programmes, tester tous les outils, tester les modes de collecte, est-ce qu'il y a des erreurs, l'envoi, tout ça. À chaque fois, il y a eu un recrutement pour faire une opération pilote. On a fait 2 opérations pilotes. Maintenant, pour les agents qui sont déployés sur le terrain, maintenant, comme le disait tout à l'heure M. Sow, il y a eu un recrutement et il y a eu une formation de 3 semaines avec de la pratique dans les salles de formation, avec aussi une descente sur le terrain, avec une collecte réelle, une descente réelle sur le terrain, une collecte de données réelles, tout ça pour tester, pour bien former ces agents-là. Pour les modes de suivi sur le terrain, il y a plusieurs niveaux de suivi. D'abord, les agents, ils ont sur leur tablette une synthèse de leur travail qui peut les guider. Ils reçoivent des messages, comme le disait tout à l'heure, des messages. Il y a 2 types de messages. Il y a des messages d'erreur quand ils ont entré une information incohérente avec une information principale. À ce niveau, ils ne peuvent pas dépasser. Il y a des messages d'avertissement parce qu'on ne sait jamais. Parfois, quelque chose est rare, mais c'est possible sur le terrain. Donc, on envoie un message d'avertissement pour que l'agent s'assure qu'il a bien saisi la bonne information. À part ça, il y a d'autres niveaux de contrôle. Comme les équipes sont organisées en agents de recenseur, agents recenseurs qui dépendent d'un contrôleur. Dans chaque zone de contrôle, il y a un contrôleur avec des agents recenseurs. Le contrôleur aussi, il vérifie le travail de ses agents sur sa tablette aussi à travers un programme spécifique. Il peut voir là où il y a des erreurs, là où il y a des avertissements. Il intervient au niveau des agents pour qu'ils corrigent ce qu'ils ont saisi. Il y a aussi d'autres niveaux, niveau superviseur. Il y a des niveaux de vérification au niveau des régions. Après, il y a la vérification au niveau central, qui bien sûr permet de détecter les incohérences et les erreurs pour dire après, on va transmettre l'information aux agents pour corriger. Donc on peut dire que c'est une opération qui a vraiment été bien organisée, bien préparée en amont. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour mener à bien cette opération. Alors je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose ce soir, c'est la question à savoir est-ce que le recensement se termine demain ou on nous accorde quand même un délai supplémentaire pour finir l'opération ou pour compléter les données ou déjà à quel niveau en sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous avons atteint les chiffres dont nous avons besoin? Ok, merci. On peut dire qu'on est bien sur la bonne voie.
Et plusieurs wilayas à l'intérieur ont déjà atteint les chiffres demandés, les chiffres qui ont été ciblés. Seulement au niveau des grandes villes de Nouakchott, on peut dire, dans cette ville, on n'a pas encore atteint l'objectif. C'est à cause de ça surtout qu'il y a eu un prolongement. Ah, donc il y a un prolongement. Il y a eu un prolongement jusqu'au 15, Inch'Allah. Jusqu'au 15. Pour bien atteindre les objectifs ciblés au niveau de Nouakchott, surtout les grandes villes. Voilà. Mais pourquoi justement ces grandes villes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Voilà, nous n'atteignons pas ces grandes villes Là, je vais rebondir. Ça m'étonne parce que je pensais que c'était à l'intérieur que le problème se poserait. Oui, le problème ne s'est jamais posé en fait de manière cruciale à l'intérieur. Le problème c'est ici à Nouakchott, ça il faut le dire. Mais actuellement, il y a 3 wilayas qui présentent des retards, de grands retards. Il y a la région de Nouakchott, je dirais, hein, qui regroupe les 3 wilayas. Et puis, il y a Nouadhibou, Dakhlet Nouadhibou, il y a le Trarza et il y a l'Inchiri. Pourquoi? D'abord, au niveau de Nouakchott, le problème est spécifique. C'est-à-dire que Nouakchott, surtout Nouakchott Ouest, ça il faut le dire, on a des difficultés. Nos agents ont des difficultés à pénétrer dans certains ménages. Ils sont renvoyés. Nouakchott Est, c'est-à-dire, c'est quel côté? Nouakchott Ouest. Ouest. Tavrak Zaïna, Kazar et Sebra. D'accord. C'est ça Nouakchott Ouest. Donc, plus précisément à Tavrak Zaïna, des agents sont renvoyés quelquefois, hein, ils ne sont pas reçus. Monsieur dort, monsieur n'est pas là, il faut sortir, on ne vous reçoit pas. Ça, c'est. Actuellement, il y a une commission qui a été mise sur place, qui regroupe un peu le corps administratif, le wali, le maire, les préfets, hein, donc qui viennent pour un peu sensibiliser ces ménages à problème, je dirais, pour leur expliquer un peu les objectifs de ce truc, même s'ils avaient compris au départ. En tout cas, ils cherchent un peu à les convaincre, parce que s'il y a les autorités au moins qui expliquent, et là, on a commencé à voir des gens qui acceptent d'être recensés. D'ailleurs, lorsque ce dispositif a été mis sur pied, tout de suite, on a senti qu'il y a plus d'engouement dans le recensement progresse. Ça, c'est l'un des volets. Le deuxième volet, c'est que, quelquefois aussi, on bute sur des districts de recensement qui étaient ouverts au moment de la cartographie. Madame vous a dit tout à l'heure qu'il y avait une séance de cartographie qui a eu lieu depuis 2 ans, je crois, 1 an et quelques, hein, depuis 2 ans à peu près, n'est-ce pas? Donc, au moment de cette cartographie, on faisait le découpage du territoire par commune. Dans chaque commune, on découpait chaque commune en plusieurs portions qu'on appelait les districts de recensement. Et ces districts de recensement renfermaient à peu près 1500 en moyenne, hein, 1500 individus. Hein, donc à peu près 200 ménages, hein, au grand maximum. Donc, à chaque district de recensement est affecté un agent recenseur. Quelquefois, au niveau des périphéries, il peut arriver qu'au moment de la cartographie, ces districts-là ne soient pas peuplés. Donc, on les laisse ouverts. Et comme nous, Mauritaniens, on est tellement nomades là, hein, on est trop mobiles, hein, donc tout de suite, vous pouvez laisser ici un espace qui était vide, et au bout de quelques mois, paf, c'est plein de gens, et qui débordent quelquefois, qui explosent. Et lorsqu'il y a un agent qui tombe dans des districts comme ça, bien sûr, il ne peut pas terminer en 15 jours ou bien en quelques jours. C'est impossible. Donc maintenant, l'ANSAD, quand ils ont remarqué qu'il y avait ce problème-là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite opté de créer des équipes mobiles. Autrement dit, puiser sur la liste de réserve, puisque ces gens qui ont été formés ont passé un test. Ceux qui sont admis, on les a affectés directement dans ces DR-là. Il y a certains qui avaient la moyenne, mais qui n'étaient pas, par rapport au nombre recherché, hein, un peu plus de 5000, n'est-ce pas? Ces gens étaient restés dans la liste de réserve. Donc l'ANSAD a puisé dans cette liste de réserve pour créer des équipes mobiles qui vont aller dans ces DR à problème. Puisque je vous disais tout à l'heure, en temps réel, on peut vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à tel DR, par rapport à telle région, à tel wilaya. Donc, ces DR à problème ont été identifiés et tout de suite, la direction générale a pris ses dispositions pour renforcer ces équipes qui étaient sur ces terrains-là pour accélérer le mouvement. Effectivement, ça c'est l'un des problèmes. Le second problème, en Nouakchott, il y a eu des cas d'agression de nos agents, d'accord, qui ont été signalés. Ah oui, tout à fait. Vous savez que les équipes travaillent aussi la nuit.
Ce n'est pas uniquement le jour, puisque vous savez, en Nouakchott... Oui, on nous a dit la dernière fois dans une des émissions que les équipes le matin, le papa n'est pas là, quelquefois la maman même n'est pas là, n'est-ce pas? Donc il n'y a personne qui peut vous répondre. Donc vous êtes obligé de revenir l'après-midi, et l'après-midi, vous ne pouvez pas faire plus de 20 ménages ou 30 ménages, puisque le questionnaire est un peu volumineux, n'est-ce pas? Donc vous êtes obligé de travailler le soir, jusqu'à des heures tardives. Et dans nos équipes, il y a des femmes. Ah oui, il y a des femmes. Hein, l'aspect genre a été pris en compte dans la sélection. Donc, ces gens sont agressés, leurs tablettes arrachées, leurs téléphones. Donc, actuellement, il y a un dispositif de sécurité qui a été renforcé autour de nos équipes. Vos équipes, c'est par deux ou c'est une seule personne d'habitude? Je vous disais que dans chaque DR, avant, on avait pris un seul agent. Un seul agent. Oui, mais quand il y a eu ce retard, on a commencé à regrouper. D'ailleurs, même il y a l'option mobile qui a été mise sur place. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec ces nouvelles dispositions? C'est-à-dire, les gens ne vont plus un par DR. Par exemple, moi, j'ai mon équipe, j'ai 3 agents. Je les prends ensemble, on fait un DR ensemble. On termine, on passe sur l'autre DR. Ensemble. Ça, c'est pour éviter effectivement les cas d'agression et puis ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc, on a un peu changé de méthodologie sur le terrain et certainement, madame pourra apporter d'autres éléments de clarification. Oui, tout à fait. Vous savez, ce qui est normal, le mode classique, disons, c'est un agent recenseur par district de recensement. Les districts de recensement, c'est le plus bas niveau géographique. Les communes sont subdivisées en districts de recensement. Mais avec ces problèmes parfois, disons, de sécurité au niveau de Nouakchott, on a opté pour un mode mobile où toute l'équipe, le contrôleur avec ses agents, toute l'équipe de la zone de contrôle, partent ensemble dans un DR. D'habitude, dans une zone de contrôle, il y a 5 à 6 DR, disons, districts de recensement. Maintenant, au lieu de chaque agent va faire son DR seul, toute l'équipe va travailler dans le même DR. Comme ça, ils sont ensemble. Quand il y a des maisons là où ce n'est pas sûr, tout le monde est ensemble. Après, quand ils terminent l'un des DR, ils partent vers l'autre pour compléter. Ça a aidé à résoudre quelques problèmes de sécurité. Concernant aussi, effectivement, ce qu'il a dit concernant les DR non habités. Dans la subdivision de tous les territoires en DR, la cartographie avait prévu qu'il y a des DR sans population. Bon, il a subdivisé tous les territoires en DR, districts de recensement. Il y a des districts peuplés, là on va envoyer directement un agent recenseur, mais il y a des DR sans population. Là, au moment du recensement, on va vérifier est-ce qu'il y a eu de la population nouvellement qui s'est installée dans ces DR. Dans ce cas, on doit affecter un agent recenseur à ces DR pour recenser cette population. Effectivement, il y a eu du mouvement, il y a eu des DR qui étaient peuplés au moment de la cartographie, et maintenant ça a été détruit et les gens ont déménagé vers d'autres DR et ça a perturbé un peu, mais c'est bon. Cela fait partie des raisons pour lesquelles... Mais j'ai une question aussi que je me pose, enfin qu'on a déjà posée ici, c'est les personnes, par exemple, d'où l'idée de faire, de continuer le recensement le soir, les personnes qui sont absentes toute la journée au niveau de leur maison et qui ne sont jamais là. Voilà. Parce que je fais partie de ces personnes-là, parce que je suis toujours pas ressourcée, j'ai honte de le dire. Donc voilà, c'est quand même, ça fait partie du problème, je pense. Exactement, c'est pour cela que l'ANSAD a opté de travailler jour et nuit. Pour capter les absents de la journée, au moins les capter la nuit. Puisque vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24 hein, sans fermer les yeux. C'est comme l'histoire du taximan et du boulanger. Hein, le boulanger il travaille toute la nuit, le taximan dort, et le matin il se croise à la porte. L'autre est en train de rentrer, l'autre est en train de sortir. Donc, pour capter en fait, les deux types de population, l'ANSAD a mis en place ce dispositif pour vraiment capter tout le monde en même temps. Bien sûr, il y a des maisons qui sont habitées par des célibataires, je dirais, il arrive assez souvent, et que les gens ne sont pas sur place. Donc les agents passent. Et repassent. Passent et repassent. Tant qu'ils sont dans la zone, tant que la période n'est pas terminée, ils peuvent revenir. Et ça nous retarde. Ça fait partie exactement des paramètres qui ont causé ce retard-là. Ça, c'est de l'autre côté aussi, vous savez, tout à l'heure, madame parlait qu'il y avait un dispositif de contrôle
qui se fait, hein, c'est une chaîne qui va jusqu'au niveau central, hein, depuis le terrain jusqu'au niveau central, en passant par les contrôleurs, les superviseurs, etc. etc. Vous savez, lors de la séance de la cartographie, les cartographes avaient estimé la population dans chaque DR, dans chaque commune, dans chaque Mokata et dans chaque wilaya, hein, le découpage administratif, n'est-ce pas? Et actuellement, madame vous disait qu'en temps réel, chaque soir, on peut vous dire où est-ce qu'on en est. Au niveau de chaque DR, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque Mokata et au niveau de chaque wilaya et au niveau national, n'est-ce pas? Alors, quand il arrive que l'estimation de la cartographie soit tellement décalée par rapport au recensement que nous avons aujourd'hui en temps T, n'est-ce pas? Alors on se pose la question pourquoi cette différence-là. Et on va tout de suite remonter la chaîne et vérifier le pourquoi de ce truc. Donc il faut contrôler. Ça aussi, ça fait partie du dispositif qui a un peu retardé hein, l'opération, quoi. Mais c'était nécessaire, c'est un mal nécessaire. Hein. Donc ça va nous permettre un peu, une fois que tout ce dispositif-là rentre en ordre, vous allez voir, hein, quand vous calculez le temps que nous avons mis en 2013 pour sortir le premier document du RGPH, et vous calculez celui d'actuel, vous allez voir qu'il y a un temps fou, quoi, un écart fou quoi, entre les deux. Alors, voilà. vous parliez également des ménages à problème, de ceux qui ne sont pas assez réceptifs. C'est quoi le problème? C'est une question de communication, ils n'ont pas assez compris, ils se sentent menacés. Je ne sais pas comment expliquer cette situation-là. Parce que c'est quand même passé à la télévision plusieurs fois, ensuite il y a la radio, donc peut-être la communication n'est pas assez passée ou ils sont réticents. Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes sont réticentes? Vous savez, en tout cas, ces personnes que nous rencontrons, enfin ces ménages, je dirais, principalement au niveau de Nouakchott-Ouest, dans la Mokata de Taroazène, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils sont bien sensibilisés. Je vous ai dit tout à l'heure, il a fallu qu'on mette en place un dispositif regroupant le wali, le maire, les hakim, etc., donc le corps administratif, pour aller même dans ces ménages-là, pour expliquer davantage. Et c'est une question de paresse pour répondre aux questions? Vous savez, nous on est Mauritaniens, quand on va recevoir quelqu'un, on ne vous reçoit pas. On vous dit, monsieur Barra, à la porte. Vous ne voyez même pas le chef de ménage. C'est le gardien que vous allez trouver à la porte. Donc je me demande, est-ce que c'est de la paresse, de la superstition, peut-être? Je ne sais pas. Moi, franchement, en tout cas, ce n'est pas parce que monsieur n'est pas au courant de l'opération qui se passe en ce moment. Ça, on ne peut pas le dire. Ça passe à la télé, à la radio. Dans les rues de Nouakchott, aujourd'hui, il y a des camions qui roulent là, hein, des cars qui roulent pour un peu sensibiliser les populations. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu. On ne peut pas le dire. Voilà. Alors, nous avons parlé des avantages tout à l'heure de la collecte des données et aussi la rapidité, l'efficacité de ces données, plus l'exactitude et autres. Mais quels sont les types de données qui sont collectées aujourd'hui, les questions posées, les informations les plus importantes pour que nous sensibilisions davantage, puisque on nous a donné un délai de 15 jours pour que tout le monde soit sensibilisé davantage, justement pour éviter ces ménages à problème et ces agressions malheureuses contre ces agents-là. Voilà, bon, il y a plusieurs types d'informations qui sont collectées dans le recensement général de la population et de l'habitat. Il y a les informations sur les caractéristiques de la population, âge, sexe, ainsi de suite. Il y a des informations sur le niveau des études, scolarisation des enfants, cause d'abandon, ainsi de suite. Des informations sur les professions, les activités économiques, sur la santé, sur la fécondité, la mortalité des enfants. Il y a pas mal d'informations qui permettent de calculer des indicateurs très importants qui entrent dans l'élaboration des politiques du pays dans les différents secteurs sanitaires, éducatifs, et ainsi de suite. Tout à fait. Pour compléter, M. Sow, vous êtes statisticien, donc c'est important d'expliquer aujourd'hui davantage, parce que vous en aviez parlé au début, mais vraiment l'importance d'avoir ces chiffres-là et ces données exactes aujourd'hui pour la population mauritanienne. Tout à fait. Vous savez, actuellement, même la politique là est chiffrée. Vous ne pouvez pas naviguer de façon claire si vous n'avez pas des chiffres sur lesquels vous vous appuyez. Et pour que ces chiffres soient produits, il faut au préalable avoir des indicateurs. C'est-à-dire que vous fixez des objectifs
Ensuite, vous dites, bon, ces objectifs, pour les atteindre, il faut que je les suive. Mais qu'est-ce qui va suivre ces objectifs-là? Il y a des indicateurs que nous élaborons. Et ces indicateurs doivent être renseignés. Par quoi? Par des statistiques. Et ces statistiques, c'est nous qui les élaborons. Autrement dit, à travers les enquêtes statistiques, par sondage, par échantillonnage, ou tout simplement par le recensement. Vous savez que le recensement, ça se passe une fois tous les 10 ans. Ce n'est pas chaque jour que ça se fait. Ça coûte excessivement cher. C'est pour cela qu'on le fait tous les 10 ans. Ça, c'est une recommandation des Nations Unies. Et maintenant même, les Nations Unies sont en train de recommander à ce que ça soit fait tous les 5 ans. Et ça, c'est un pari qui n'est pas encore gagné. En tout cas, en Afrique. On n'est pas encore prêt pour le faire, puis ça coûte excessivement cher. Donc, ce qui fait que ces indicateurs doivent être renseignés. Et pour renseigner ces indicateurs, il faut de la statistique. Et pour qu'il y ait de la statistique, il faut qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des recensements. Et donc, ce recensement, qui est l'opération statistique la plus complète par rapport aux autres enquêtes intercensitaires. Vous savez, la différence, c'est que quand vous faites une enquête, vous avez la population tout entière, mais vous prenez un échantillon. Ce n'est pas tout le monde qui est enquêté. Vous pouvez faire partie de l'échantillon. Moi qui suis à côté de votre ménage, de votre habitation, je ne suis pas intéressé par ce truc. Mais nous avons notre cuisine interne après pour pouvoir remonter sur la population mère, quoi. Alors que le recensement touche chaque individu. Vous voyez la différence? Ce n'est pas uniquement une portion, mais chaque individu compte. Donc, ces informations qui sont fournies vont permettre de renseigner ces indicateurs qui nous permettent, dans une certaine mesure, de suivre nos politiques qu'on avait mis en place. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport à nos attentes? Est-ce que ça progresse? Est-ce que nous avons dépassé même nos attentes? Puisque quelquefois ça peut arriver. Mais la plupart des cas, c'est qu'on est souvent en retard par rapport à nos attentes. Voilà. Donc voilà l'utilité des statistiques vraiment par rapport à nos politiques de développement. Même vous, en tant que journaliste, ou bien tout simplement en tant qu'opérateur économique, vous avez besoin de données avant d'investir. Vous pouvez être un investisseur qui vient pour la première fois dans ce pays, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous avez besoin des statistiques pour faire une étude, la conception, ensuite pour vous projeter. Sinon, c'est de l'argent jeté par la poche. Voilà. Nous parlons des types de données collectées. Vous avez parlé de l'âge, du sexe et toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des informations qui sont déjà, je pense que vous avez déjà quand même une certaine base de données et que vous commencez déjà à être un petit peu organisé parce que ces données sont immédiatement envoyées vers un serveur central. Donc, est-ce qu'il y a des informations qui vous paraissent plus intéressantes, plus surprenantes, qui ont été découvertes par exemple? Tout est intéressant dans le recensement. Il n'y a pas une seule question qui n'est pas intéressante. Quelquefois, on a l'embarras du choix, pour ne pas surcharger le questionnaire, de faire un choix sur telle ou telle variable qui permettrait, par exemple, d'alimenter un indicateur. Donc, pour vous dire que tout ce qui est posé comme question se justifie. Et c'est intéressant, ça peut être calculé et puis servir également dans le suivi et évaluation de nos projets. Et puis tout à l'heure, madame, vous disiez, il y a l'éducation, il y a la santé. Effectivement, tous ces secteurs-là sont alimentés. Vous savez que les secteurs économiques et socio-économiques sont là, et démographiques. Par exemple, vous avez envie de savoir la population en un instant temps, puisque le recensement, c'est une photographie en un instant T de la population mondiale, mais aussi il y a l'habitat. Tout ce qui se rapporte à l'habitat également est saisi. Puisqu'on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez un frigo à la maison? Est-ce que vous avez un climatiseur? Est-ce que vous avez l'eau? Vous avez accès à l'électricité, etc., etc. Tout ça, c'est des variables qui permettent un peu d'alimenter des indicateurs qui vont un peu déterminer, si vous voulez, les conditions de vie des ménages que nous sommes. J'insiste sur ces questions-là parce que c'est important que les populations comprennent que ce n'est pas des questions que les gens posent juste comme ça, mais toutes ces questions et leurs réponses ont un objectif et un but précis, ce qui fait que ce n'est pas une perte de temps, mais c'est important de prendre son temps, disons, pour répondre justement avec exactitude aux questions. Tout à fait, effectivement. Vous savez, c'est comme si vous me dites que moi je voudrais aller, je ne sais pas moi, à Rosso, et puis voilà. Quelle route je vais prendre? Est-ce que je vais à l'est, à l'ouest, au sud ou bien au nord? Si vous n'avez pas des informations, tout de suite vous vous perdez, hein. Vous êtes là, vous ne pouvez pas. Donc, vous avez besoin de cette information pour pouvoir éclairer, si vous voulez, là où vous voulez aller. Et effectivement, en tant qu'opérateur, en tant qu'État, n'est-ce pas, nous avons des programmes de développement. Donc, nous avons besoin d'éclairer
nos décideurs, puisque à chaque fois qu'il y a un recensement ou bien il y a une enquête, il y a des indicateurs qui sortent, tout de suite, ces données sont mises à la disposition de l'État et à la disposition de tous les utilisateurs par l'intermédiaire comment on appelle, le site web de l'ANSAD. Toutes les données sont accessibles et sont données free. Autrement dit, il n'y a pas quelque chose à payer pour y accéder. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, ce qui fait que l'État va se baser sur ce qui a été fait, c'est ce qui a été fourni pour évaluer son plan de développement ou bien ses plans de développement qu'il avait mis en place. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça est? Qu'est-ce qui ne va pas? Et où est-ce qu'il faut booster pour que ça aille? Voilà. Ça permet un peu de mettre la lumière sur les forces et faiblesses, en tout cas, des dispositifs de développement qui ont été mis en place. Je pense pour compléter, voilà. Madame Nour, parlez-nous un peu des mesures qui ont été prises pour garantir la confidentialité justement de ces informations. C'est des informations free, mais il y a quand même une certaine confidentialité concernant la collecte des données et l'utilisation des données. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr que l'objectif est de produire des informations sur la population et de rendre ces informations accessibles aux utilisateurs. Mais bien sûr, au moment de la diffusion, ces informations seront anonymes. Il y a une étape d'anonymisation des données qui sera faite. Les données prises sont bien sûr confidentielles. On les garantit à la population. Ce sont des informations confidentielles qui ne seront jamais diffusées avec les identifiants des ménages. Mais quelle partie de ces données est anonyme? Les identifiants, les noms, les noms. Les noms, les adresses. Bien sûr, les noms, les adresses. Voilà. Et le reste, ce sont juste des informations qui seront utilisées pour produire les indicateurs nécessaires. Voilà. Mais il n'y aura pas des données identifiées. Ça sera anonymisé. Tout à fait. Ce qu'a dit madame, effectivement, c'est ça. Puisqu'en fait, tout ce qui est produit, tout ce qui est publié, en fait, vous ne pouvez pas dire que c'est M. X qui a répondu ou bien M. Y. On ne peut pas identifier. Autrement dit, tous les indicateurs sont agrégés, de telle sorte qu'on ne peut pas savoir exactement qui a dit quoi. Et en plus de cela, c'est que, vous savez, le système statistique national est bien réglementé en Mauritanie. Les textes réglementaires, ce n'est pas ce qui manque. Il y a une loi statistique de 2005, qui date de 2005, qui protège le secret statistique, qui stipule le secret statistique. Autrement dit, nous, en tant que producteurs de données, on ne peut pas donner des données individuelles. Sinon, il y a les sanctions qui sont là, qui sont prévues par la loi. De la même manière, les enquêtés ne peuvent pas refuser de répondre à une enquête, à une interview statistique. Sinon, la loi les sanctionne. C'est prévu dans la loi, bien qu'on ne l'a jamais appliqué. Mais la loi le prévoit. Et ce qui fait que toutes les données qui sont collectées sont vraiment anonymisées au niveau même de l'ANSAD. Même si vous demandez, par exemple, la base de données du recensement, je dis n'importe quoi, la base de données du recensement, vous ne pouvez pas l'avoir. Même une enquête, vous ne pouvez pas avoir la base au niveau de l'ANSAD. Puisque tout simplement, la loi est là, vous dit, vous ne pouvez pas. Mais quelquefois, entre institutions, par exemple, il y a l'agriculture qui demande une partie de cette base pour pouvoir faire des études approfondies, n'est-ce pas? Et là, nous, avant que l'ANSAD ne donne cette base, elle est obligée d'anonymiser la base et ensuite donner la base. Autrement dit, quand vous avez cette base, vous ne pouvez pas savoir identifier les personnes. Vous ne pouvez pas. Donc, voilà. Donc, vraiment, le système statistique national est bien réglementé, bien documenté en termes de réglementation juridique. Voilà, les textes juridiques sont là, qui font que les gens n'ont peur de rien. Surtout ce problème de collecte, effectivement, ce problème de secret statistique. On le rencontre assez souvent lorsque nous faisons des enquêtes auprès des entreprises. Vous savez, les entreprises, vous demandez à une entreprise son chiffre d'affaires, il ne vous le dira jamais. Le patron vous ne dira jamais que mon chiffre d'affaires, c'est tant de millions. Il hésite souvent. Donc, il suffit de le mettre en confiance et de lui montrer, voilà, même les fiscs n'ont pas accès à cette base-là, puisque souvent, ils ont peur du fisc. Donc, on leur dit, voilà les textes qui vous protègent et qui nous protègent. Nous, tout ce que nous publions, c'est des données qui sont, enfin, c'est des indicateurs qui sont agrégés. Et on ne peut pas dire que c'est telle entreprise qui a dit ceci, cela. À plus forte raison, non, les personnes individuellement. Voilà. Donc,
Vous avez parlé aujourd'hui de la confidentialité, également du temps gagné justement, mais maintenant c'est quoi la prochaine étape aujourd'hui pour l'analyse et la publication des résultats du RGPH 5? Voilà. Après la fin de la collecte, il y aura bien sûr des analyses par thématique. Et il y aura l'agrégation des données, la production des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Par thématique, c'est-à-dire dans chaque, voilà, par thème, dans chaque secteur, il y a des indicateurs qui seront calculés. Voilà. Il y aura une étape d'analyse. À la fin de cette étape, il y aura les indicateurs qui ont été voulus. Derrière chaque question, il y a un indicateur qu'on veut calculer, du recensement. Oui, oui. C'est-à-dire que par thématique, effectivement, comme l'a dit Madame tout à l'heure, effectivement. Par exemple, je donne un exemple. Vous aurez un rapport, par exemple, sur l'habitat, pour caractériser un peu l'environnement dans lequel nous vivons. Ça, c'est un rapport. Vous aurez un rapport également sur la migration. La migration, il y a un module dans le questionnaire qui traite de la migration. On aura également un rapport sur la migration. On aura un rapport sur les indicateurs démographiques. Nous sommes combien? On va même donner la répartition de la population par âge, par wilaya, par mokata et par commune. Et par localité, s'il vous plaît. Et ça, c'est le recensement qui vous le donne. Seul le recensement peut vous donner la répartition par localité. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est l'opération statistique la plus complète aujourd'hui que nous menons. Et donc, c'est très important. Il faut que les gens soient recensés. Donc, toutes les institutions, tous les secteurs puisent sur ces données-là aujourd'hui. Voilà. C'est pour cela, dans la conception même, Madame l'a dit quelque part, dans la conception, on a fait participer, enfin, l'ANSAD a fait participer tous les sectoriels. Maintenant, tous les secteurs économiques, démographiques, sociaux et environnementaux ont été conviés pour la conception de ces questionnaires. Puisque chaque secteur va dire, ah, moi j'ai besoin de savoir au niveau de la santé, quel est le taux de mortalité, le nombre de femmes, patati patata, etc. Tout ce qui se rapporte à la santé, en tout cas, ils ont besoin de ces indicateurs. Et on met les éléments qui sont nécessaires pour capter ces informations et plus tard, bien sûr, produire les indicateurs auxquels ont besoin ces gens-là. C'est pour cela que chaque secteur était convié et en même temps, mais bien sûr, les utilisateurs également, puisque les utilisateurs sont les bénéficiaires, si vous voulez, hein, de ces données-là, puisque nous sommes là pour les utilisateurs, en fait. Puisque nous, au niveau de l'ANSAD, enfin, je dirais, je me considère toujours de l'ANSAD, puisque je suis un ancien de l'ANSAD, donc on se considère non seulement comme producteur, mais aussi on est utilisateur, puisque nous utilisons aussi les données des autres sectoriels. Voilà, mais on reste le producteur central du système statistique national. Donc aujourd'hui, Madame Nour, quand est-ce que, disons statistiquement, quand est-ce qu'on peut espérer vraiment un document ou des données qui sont utilisables aujourd'hui par tous les secteurs? Quelle est la période d'habitude pour avoir vraiment des données qui sont exploitables? Je vois. J'espère, vu les mesures prises, vu que c'est un recensement entièrement numérique, vu le contrôle de qualité au moment de la collecte et tout, je pense que la diffusion, Inch'Allah, ne va pas tarder. Disons un mois, espérons, Inch'Allah. Oui. Donc, oui, effectivement, je disais tantôt que, en tout cas, le temps qu'on va mettre pour publier sera très court par rapport à l'ancienne méthode, hein, je prends 2013 et en bas, hein, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il y aura des experts, des universitaires qui vont participer à l'analyse de ces données. Ce n'est pas uniquement les gens de l'ANSAD. Il y aura des experts, des universitaires et autres, hein, des experts même qui vont peut-être nous parvenir de l'étranger pour appuyer l'équipe de l'ANSAD pour sortir ces différents, en tout cas, documents qui vont sortir de ce... Pour les analyses et la publication des résultats. Oui, oui, avec la publication, bien sûr. Il faut analyser d'abord, ensuite publier, bien sûr. Et comment aujourd'hui le RGPH compartit... Est-ce qu'il y a une comparaison de la base de données précédente des anciennes collectes? Vous voulez dire, est-ce qu'on va comparer ce qu'on a collecté par rapport bien sûr, aux années précédentes? Bien sûr. Vous savez les statistiques. Hein, en 2013. 2013, oui, c'était la dernière, l'avant-dernière plutôt. Vous savez, hein, les statistiques, c'est toujours... on essaie toujours de dégager la tendance des indicateurs. Où est-ce qu'on se trouve par rapport à 2013? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on n'a pas évolué? Et puis, là, je vous rappelle, lors du recensement de 2013, lorsqu'on a dit que la population est de 3 500 000 et quelques, n'est-ce pas? Après, l'ANSAD a fait des projections
jusqu'en 2030 ou le 2040, quelque chose comme ça. Projection de la population avec des hypothèses, bien sûr, que les démographes ont mis en place, hein, qui se justifient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'en tout cas, selon les projections de 2013, on nous dit que la population en 2023 ou le 2022, on va dire, 2022, on est à 4 500 000 environ, 4 500 000. Mais ça, c'est des projections. Et le recensement de 2023, n'est-ce pas, 2023-2024, va venir maintenant corriger certainement cette donnée qui a été donnée en 2013, sur la base de 2013. Puisque c'est des projections qui nous permettent de travailler, certes, mais qui ne sera pas trop différent, en tout cas, de ce que va donner le recensement général de 2005, où on est aujourd'hui. Donc ça va permettre de corriger l'ensemble des projections qui ont été faites, ensuite de reprendre les projections qui vont venir à partir de 2024 et plus. Voilà. Alors aujourd'hui aussi, pour compléter toutes ces informations-là, les méthodes utilisées, vraiment la partie numérique et tout, et son importance aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Nour, c'est aussi important un message que vous voulez faire passer, que vous voudriez faire passer aujourd'hui à la population concernant ces informations-là et leur utilité et la manière dont vous les traitez jusqu'à ce que nous atteignions l'aboutissement de ces informations. Et justement, pour ajouter tout ça, le délai qui nous a été donné, un autre délai aujourd'hui pour pouvoir faire la collecte des données exactes. Ok, merci. Bon, j'invite toute la population de prendre très au sérieux ce recensement et surtout de donner des informations fiables et complètes. Parce que sur la base de ces informations seront basées toutes les politiques du pays durant les 10 prochaines années. Donc c'est très important de participer. D'abord, de recevoir les agents recenseurs, de répondre à leurs questions et de donner des informations fiables. Et aujourd'hui, le danger de ne pas donner une information fiable aujourd'hui, M. Sow. Vous voulez dire les dangers de ne pas donner une information fiable, une information exacte justement à ces recenseurs-là pour alimenter la base de données. Oui, tout à fait. Comme je disais, quand vous enquêtez quelqu'un, vous ne pouvez pas aller vérifier est-ce que ce qu'il dit est vrai. Non, nous ne sommes pas dans ce sillage-là. On ne peut pas contrôler. Mais on va vous dire tout simplement, prenez confiance. Mettez-nous confiance. Prenez confiance en nous. Et puis donnez-nous les vraies informations. Et on vous explique le pourquoi. C'est pour le développement de toute la nation. Y compris vous qui êtes en train de donner ces informations. Ça, et deuxièmement, le secret statistique est là. On vous explique de façon à ce que vous puissiez adhérer vraiment à cette opération. Voilà. Donc, donner de fausses informations, vraiment, ce ne sont pas des choses à faire. Ce ne sont pas des choses à faire. Il faut donner de bonnes informations pour nous permettre vraiment de nous projeter dans l'avenir. Puisqu'on est là pour développer ce pays-là. Et si, comme on dit, si le bateau-là chavire, là, c'est tout le monde qui va chavirer. Et si ça marche bien, ça file, c'est tout le monde qui sera gay. Donc, on veut être gay, on veut être vraiment au top, quoi. Hein, voilà. Alors, juste une dernière question. Le prolongement que nous avons maintenant jusqu'au 15, si je comprends bien, est-ce que ça concerne toute la Mauritanie ou c'est seulement les parties où Oui, je vais attirer votre attention sur cette prolongation. C'est-à-dire, il y a une chose. C'est-à-dire que la plupart des wilayas sont quasiment terminés. Mais on est en train de faire ce qu'on appelle le ratissage. Voilà. Vous venez de me dire tout à l'heure que vous n'êtes pas encore recensé. Voilà, le ratissage va vous permettre de vous prendre, de vous capter. C'est-à-dire on est en train de passer, de passer dans les différents districts de recensement pour voir ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire recenser pour une raison ou pour une autre, puisque vous travaillez la nuit, puisque vous travaillez le jour, etc. Et puis voilà, c'est pour cela qu'on a mis des équipes mobiles vraiment qui travaillent jour et nuit pour vraiment faire le dernier ratissage du recensement général de la population. Sinon, les seuls problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, ce sont ces 3 ou 4 wilayas. Nouakchott, enfin la région de Nouakchott, n'est-ce pas, Dakhlet Nouadhibou, le Trarza et l'Inchiri. Et même l'Inchiri aussi, pourquoi il y a eu ce retard? C'est parce que vous savez que l'Inchiri, là, ça englobe un peu les orpailleurs, ceux qui exploitent l'or. Et c'est des équipes qui sont très mobiles, c'est des familles, c'est des ménages qui sont très mobiles. Aujourd'hui, ils sont là pendant un certain temps et puis paf, après ils ne sont plus là. Et comme je vous disais tantôt, la cartographie avait fait des estimations quand il passait. Et s'il y a un grand écart tout de suite, on se demande mais pourquoi il y a ce truc. Donc on voit
à la vérification. Et ça fait partie des choses qui ont un peu retardé. Mais j'en suis sûr et certain, avec les 6 jours les 6 jours supplémentaires qui ont été ajoutés à la période normale, qui devrait normalement se terminer le 9, maintenant, au 15, j'en suis sûr et certain que tout sera couvert. Ça, on est sûr et certain. Sauf si vous ne pouvez pas vous faire recenser. Parce qu'il faut que la population adhère. Ah non, non, il faut que vous coopérez. Si vous ne coopérez pas, vous ne serez pas pris en compte. Moi, je vais aller vous chercher. Ah oui, il faut venir. Merci beaucoup, Madame Nour Chersidia. Je rappelle que vous êtes chef service développement informatique. Merci également à vous, Monsieur Sow Ali Ousmane, expert statisticien. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous avons 6 jours de plus pour se faire recenser. Alors, n'hésitez pas à accueillir les recenseurs chez vous. C'est pour le bien de la nation, comme dit Monsieur Sow. Oui. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci et très bonne suite de programme sur Aide Mauritania. Bonsoir. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي معاملات إسلامية. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أهم المنتجات المالية والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. نسلط فيها الضوء كذلك على أهم العمليات والمعاملات التي نتعاطاها في أسواقنا الاعتيادية